Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questa conversazione con Luis Corecchi, primo anno 1 della 22esima edizione del Festival I Mille Occhi di Trieste. Con me a discutere con Luis Corecchi ci saranno Sergio Germani, fondatore del festival e presidente dell'associazione Anno 1, e Roberto Turigliatto, critico e programmatore di Fuori Orario, che trasmetterà questa conversazione la notte del 30 settembre insieme a una selezione di film amati da Scoretti Critico. Il premio anno 1 viene assegnato dunque a Luis Corecchi, che secondo le parole di Sergio Germani, che ha scritto la motivazione del premio, è l'ultimo grande esponente della critica cinematografica francese, diventato poi anche regista e che nella seconda metà del Novecento ha rivelato tutta la forza, la bellezza e la profondità del cinema. Dopo aver fondato con Serge Danet la rivista di soli due numeri Visage du Cinéma, Scorecchi ha scritto negli anni 60 per Présence du Cinéma e Cahiers du Cinéma, per diventare nei decenni successivi il critico di culto del quotidiano Libération. Meglio di tutti ha unito l'amore macmahoniano per il grande cinema americano, con la scoperta del più intimo cinema d'autore europeo, da Jacques Tourneur, Raoul Walsh, Leo McCarey, Otto Preminger e Stavros Tornes. Come regista ha realizzato film segreti di personaggi che appaiono e scompaiono in una metafisica sensibilità dell'infinitezza del cinema. A Trieste vedremo il suo trittico Les Cinéphiles, oppure abbiamo visto perché la trasmissione andrà programmata quando il festival sarà finito, insieme a una carta bianca con un capolavoro fantastico di Tourneur e due film dei registi francesi che lui ama di più, che sono Brissot e Moulet, mentre nella notte di fuori orario, oltre a Tourneur, ci saranno un film di Raoul Walsh et uno di Leo McCarey. Alors, bonjour à Sergio et Roberto, bonjour à Luis Corecchi. Nous sommes très heureux et honorés de l'avoir parmi nous et nous sommes heureux qu'il ait accepté le premio Anno 1. Lui, nous avons vu les films que nous avons pu voir, c'est-à-dire ceux distribués en DVD. Et nous connaissons donc un peu des choses sur votre histoire. Nous avons lu vos livres, Les violons ont toujours raison, sur la télévision, Raoul Walsh et moi. Et cette conversation, c'est vos moyens de vous présenter, vous et votre travail au public italien. C'est pour cette raison que je vous demande pardon si nos questions sont naïves et je vous demande un peu de patience pour y répondre. Pour nous, critiques italiennes, votre histoire est un peu une énigme et j'aimerais pouvoir y mettre un peu d'ordre. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par la première question. L'un de vos textes les plus connus est Contre la cinéphilie, mais vous avez consacré au moins trois films aux C'est cinéphiles. contre, pardon, c'est contre la nouvelle cinéphilie. C'est Oui, contre la nouvelle cinéphile, oui. Et alors, je voudrais donc vous demander comment est née votre cinéphilie, votre histoire de spectateur et comment elle vous a conduit à la critique. Vous savez, comme on est la cinéphilie, euh, un cinéphile, il peut pas le dire. Il peut raconter, j'ai été dans telle salle de cinéma, j'ai vu tel film, j'ai compris, j'ai pas compris, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais comment la cinéphilie, la naissance pour quelqu'un de sa propre cinéphilie, je pense que c'est impossible à raconter. C'est peut-être pour ça que j'ai fait des films. Ok, merci. Et votre amour pour le cinéma, comment est né? C'est pareil, euh, c'est pour voir des films et c'est peut-être aussi pour pas voir le monde. Ok. S'enfermer dans une salle de cinéma, c'est s'ouvrir à quelque chose et se fermer à quelque chose d'autre.
La plupart des cinéphiles que j'ai connus étaient comme moi. Ils ont vécu très vite dans une bulle. Par exemple, Serge Danet, le point commun numéro un entre Serge Danet et moi, c'est qu'on n'a pas le permis de conduire. On ne sait pas conduire une voiture, mais on se laisse conduire par les films. Ok. Et quel fut votre premier amour cinéphile? Quel auteur, quel directeur? Et les premiers amours pour les films, c'était pas des amours de cinéphiles, justement. Les cinéphiles, ça n'a pas commencé tout de suite. Je peux pas dire exactement quand, mais ça n'a pas commencé tout de suite. Et ce que je peux dire, c'est que quand ça a commencé, euh, je commençais à passer ma vie au cinéma, comme Serge Danet, comme d'autres amis. Mais on n'aurait pas pu dire pourquoi on passait notre vie au cinéma, puisqu'on n'avait même pas de projet. Serge Danet avait le projet de devenir critique de cinéma, oui. Moi, pas encore. Mais vraiment, la passion du cinéma, c'est quelque chose de très peu compréhensible. C'est très, en plus, le cinéma, il faut se rappeler d'une chose. À cette époque-là, c'est-à-dire début des années 60, le cinéma n'intéressait personne. Mais vraiment personne. Il y avait deux ou trois cinéastes, Bergman, Fellini. Euh, il y a un grand penseur russe qui s'appelle Zinoviev, Alexandre Zinoviev, et il était en Russie, en URSS, et il rêvait de voir des films d'Hitchcock. Il n'y en avait pas. Quand il est arrivé en France ou en Amérique, la première chose qu'il a été voir, c'est un film d'Hitchcock. Et il a dit, ah bon, c'est ça? C'est-à-dire que la manière dont on pensait les films et dont on écrivait dessus, c'était réellement très peu compréhensible. Tout ça a commencé dans le brouillard. L'amour Et pour le cinéma, c'est une énigme. Ouais. Et comment vous êtes passé à la critique? Vous pouvez nous le raconter? Euh, j'ai, j'avais deux amis, plus que ça, mes deux principaux amis, qui avaient une vénération pour les cahiers du cinéma. Et moi non, moi je lisais Présence du cinéma, qui est vraiment très différent. Et je pense que c'est eux qui m'ont poussé, ça s'est fait progressivement, moi, à entrer au cahier. Parce que moi, je suis pas, d'abord, j'avais une envie de cinéma, qui a eu deux numéros, puis après, qui a fait faillite. Et je suis parti aux États-Unis faire des interviews pour cette revue. Comme cette revue n'existait plus, je les ai donné à Présence. Et Claude Despêches et Serge Danet, mes deux meilleurs amis d'époque, et ont tout fait pour que je quitte Présence et que je donne mes interviews au cahier. C'est eux qui m'ont poussé à rentrer au cahier. On est rentrés tous les trois. Voilà. Et moi, je comprenais très peu de ce que les cahiers du cinéma écrivaient. Pour moi, c'était du charabia. Je comprenais pas. Alors que Serge Danet adorait déjà Rivet, Douchet. Au niveau de la critique de cinéma, ils étaient très en avance sur moi. Vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de votre voyage aux États-Unis avec Serge Tanet, je crois. Donc, je suis parti une première fois aux États-Unis avec un copain de lycée, et c'est là que j'ai fait des interviews avec Fritz Lang, avec Raoul Walsh, euh,
quelques autres très grands cinéastes, Alain Doine. C'est l'année suivante que je suis retourné que Serge est venu avec moi. Et donc la deuxième année, avec Serge, on a fait beaucoup, beaucoup plus d'interviews que la première année. Et je suis retourné après encore une troisième fois avec un ami, vraiment un grand ami à moi qui s'appelle Bernard Lindel, qui est aussi un très bon photographe. Et là, on a fait encore plus de choses et on a fait plus un travail de journaliste. Mais c'était 3 ans. 3 ans à récolter des interviews et à rencontrer des gens. Et le choix des cinéastes était fait par un choix d'humour pour les films. C'était aussi certaines fois des cinéastes qui n'avaient pas été dans le panthéon des cahiers du cinéma des années 50, sauf Fritz Lang. Les autres n'étaient pas encore, disons, reconnus, même par les cahiers, je crois. On prenait des paris sur les cinéastes. C'était comme si on jouait au poker, on prenait des paris. On avait très peu d'éléments pour faire une synthèse, mais c'était un jeu. C'était un jeu de parier sur un cinéaste. Et pour Walsh, par exemple, que j'ai aimé très tôt et que j'ai vu la toute première année, je pense de plus en plus que j'avais raison. Ouais. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Ça veut dire, il fallait avoir différentes qualités. Une partie de ce qui s'est passé en 63, 64 et 65, je peux pas encore l'expliquer. Il y a une partie qui est encore dans le brouillard. C'était très héroïque en même temps, très aventureux. C'était une vraie aventure. Oui, parce qu'il y avait aussi la difficulté de voir les films. Bien sûr. Certains films étaient impossibles à voir. Et donc, au début des années 60, vous avez été proche des Macmahoniens et même des voyages qu'ils faisaient à Bruxelles ou Londres pour voir des films. C'était pas les Macmahoniens qui faisaient des voyages à Bruxelles, c'est des Nickelodeoniens. Et il y avait Bertrand Tavernier qui était un des principaux animateurs. C'était pas présent, c'était pas exactement dans ce groupe-là, mais c'est vrai que comme il y avait plus de films qui sortaient en Belgique, parce qu'en Belgique c'était sous-titré en 2 langues, en France il fallait mieux doubler, donc on doublait moins de films, mais tout sortait en Belgique, puisqu'il n'y avait pas besoin de doubler. Et donc, on allait passer des journées entières où on se programmait dans une salle, ça allait jusqu'à 6 ou 7 films dans la journée. Hein. C'est de la folie. C'est de la folie. Je ne comprends pas comment on se rappelait de ce qu'on avait vu. Peut-être qu'on ne se rappelait pas et qu'on inventait autre chose. Et donc, vous avez de toute façon fondé une revue avec Serge Danet, qui était, Oui, oui, oui. disons, qui était visage du cinéma, et il n'y a eu que 2 numéros, si je ne me trompe pas. Donc, c'était un choix à vous en fait, c'était un choix de faire quelque chose qui soit seulement à vous, qui n'était pas dans les revues qui existaient déjà à l'époque. Et les revues qui existaient ne voulaient pas de nous. On connaissait personne. Et vous avez connu Serge quand et à quelle occasion? Lycée. Ah, d'accord. Donc, vous étiez des copains depuis Oui, oui. très jeune. Oui, oui. Et le passage au cahier du cinéma, ça s'est passé quand il y avait encore Romer Douchet ou après quand Rivette est arrivé? Il y avait Rivette, Robert Touchet. Je pense que Rivette était rédacteur en chef Oui, à ce moment-là. ok. Donc, c'était 65. C'était 64, 65. Ouais. Ok.
Et c'est là que les entretiens que vous avez publiés, c'était réalisé à la même époque ou déjà un peu avant? Il y a eu un décalage. Les entretiens qui sont parus dans les cahiers étaient réalisés dans ces années-là, soit 65, 66. 64, je crois. Ah, d'accord. Mais vous êtes resté au cahier seulement 2 années. Et après, vous êtes parti. Je suis resté et revenu. Mais Serge Nadet aussi, hein, il est parti à un moment. Parce qu'on faisait autre chose au tout début. Lui, il voyageait beaucoup, moi, je voyageais un peu. Et je suis parti, je suis resté que 2-3 ans, effectivement, mais je suis revenu plus tard. Et je pense que au moment où je suis revenu, la critique de cinéma était devenue plus importante pour moi. C'est-à-dire, le moment où j'ai écrit contre la nouvelle cinéphilie, je ne savais pas que la critique était importante pour moi. C'était largement inconscient. Et ce texte-là a été écrit largement d'une manière inconsciente. Ça m'est jamais arrivé d'écrire un texte de cette façon. Ce texte-là, s'il est différent, c'est aussi à cause des conditions dans lesquelles il a été pensé et écrit. C'est un texte, j'ai mis peut-être 6 mois ou 8 mois pour l'écrire. J'étais chez moi, je sortais pas et je comprenais pas ce que j'écrivais. Je comprenais pas complètement ce que j'écrivais et je savais pas où ça allait. Et quand je l'ai eu fini, quand il a fini d'être écrit, parce que c'est lui qui s'écrivait, c'est pas moi qui l'écrivais. Quand il a fini d'être écrit, j'osais pas l'amener au cahier, je savais pas si c'était bien ou pas bien. Et quand je l'ai amené au cahier, la plupart des gens ne l'ont pas aimé. Et donc, il a mis presque 1 an avant de passer. Et j'avais 2-3 personnes qui le défendaient, Serge Danet, Jean-Claude Biette, un peu Jean-Louis Comolli, je crois. Mais c'était compliqué parce que Serge était déjà rédacteur en chef quand j'ai écrit contre la nouvelle cinéphilie, mais il me disait, je me bats pour que ton texte passe, comme s'il se battait contre les autres. Ils n'osaient pas dire qu'ils le trouvaient intéressant. Et Biette me disait la même chose. Il me disait, tu sais, je me bats pour que ton texte passe. Et donc, le texte a mis 1 an à passer. 1 an à passer. Et c'était quelles raisons, les raisons des oppositeurs, c'était lesquelles? Ben, quand il est passé, Pascal Canet a écrit un petit texte qui est paru en dessous, qui s'appelait Contre CNC. Et c'est la seule fois de l'histoire des cahiers du cinéma où, après un texte, passe un autre texte contre le premier. Il y avait quelqu'un d'autre qui était très, très, c'est Pascal Bonitzer. Et je crois que Jean d'Arbonnier était pour. Mais les gens qui étaient pour se battaient pas pour. L'organisation au cahier était telle que les rapports étaient très... c'était compliqué, c'est un drôle de truc, hein, les cahiers à l'époque. J'imagine que c'est pas comme ça maintenant. Donc, vous ne participez pas aux réunions de la rédaction des cahiers parce que vous êtes parmi les rédacteurs officiellement. Oui, mais au début, je participais pas du tout aux réunions. Non. Et parmi les réalisateurs qui vous avez découvert dans ces années, vous avez dit que Walsh, c'était un choix très juste. Et pour les autres, vous êtes toujours convaincu qu'ils sont des grands réalisateurs ou il y a... Oui, Fritz Lang, évidemment. J'avais vu Renoir évidemment.
Moi, j'avais vu Hawks, bien sûr. Donc, je crois qu'on s'était pas beaucoup trompé. Et le choix de Jacques Tourneur, quand a-t-il commencé à être central dans votre attention? Jacques Tourneur, oui, c'est vu. Très vite, ça a été un de mes cinéastes favoris. Et quand j'ai réussi à le voir, je l'ai aimé encore plus quand je l'ai vu. Parce que Jacques Tourneur, contrairement à la plupart des cinéastes que j'aime, des grands cinéastes que j'aime, euh, c'est un type très gentil. C'est un type, j'aurais aimé l'avoir comme ami. La plupart des autres grands cinéastes ne sont pas des gens gentils. Ils sont pas des gens sympathiques pour la plupart. C'est des grands cinéastes, mais pas des tourneurs. Oui, tourneurs, c'est un ange. Oui, je me souviens que vous, à Turenne, pour Stavros Stones, avez dit qu'il est le seul avec Tourneur à être quelqu'un qui vous voudrait avoir comme ami. Oui, voilà. Stavros aussi, bien sûr. Bien sûr. Avec contre la nouvelle cinéphilie, vous avez décrit la mort de la politique des auteurs bien avant d'autres. Et croyez-vous aujourd'hui qu'il s'agissait d'une provocation ou qu'il est toujours valable? J'ai pas du tout changé d'avis, hein. Vous savez, ça fait 25 ans que je vais plus au cinéma. Ah, Donc, ok. Ah, c'est une, on- ça, ça n'a pas changé. Depuis que j'ai écrit contre la nouvelle cinéphilie et que j'ai beaucoup écrit sur la télévision, j'aime beaucoup mieux la télévision que le cinéma, je pense. J'avais même à un moment, dans un texte, émis l'hypothèse que Louis Lumière n'avait pas inventé le cinéma et qu'il avait inventé la télévision. Ouais, ouais, Vraiment, je ouais. trouve la télévision plus sympathique. Je peux avoir des rapports avec elle. Je peux pas avoir de rapport avec une salle de cinéma. À un moment, la salle de cinéma était un lieu comme une église, mais c'est fini. Ça. Fini, fini. Et en fait, vous avez dit que le post-cinéma était né avec le passage d'Alfred Hitchcock à la télévision. Et pouvez-vous nous expliquer cela? Non, c'est pas ça. Au moment où Hitchcock faisait ses plus beaux films, où l'image est extraordinaire, comme je sais pas, les films avec Cary Grant, l'inconnu, pas l'inconnu du Nord Express, comment il s'appelle, comme La mort aux trousses, par exemple. Mhm. Quelques mois avant La mort aux trousses, il fait Hitchcock présent, c'est c'est du noir et blanc, l'image est pas du tout travaillée, les scénarios sont écrits par n'importe qui, et même, il les tourne pas, mais pas tous en scène. Et après, vous les regardez, vous verrez que c'est souvent ceux qu'il n'a pas mis en scène qui sont les meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? C'est quoi le cinéma? Ouais. C'est quelque chose, on sait même plus qui est l'auteur. Et à partir de là, il n'y avait plus de moyen de revenir en arrière, sauf pour des gens complètement extraordinaires, comme Parajanov, par exemple, qui est quelqu'un d'unique dans le cinéma. Là, il n'obéit pas au code, euh, mais à partir de ce moment-là, le cinéma tel qu'on le connaît et qu'on l'aimait, c'est-à-dire le cinéma commercial, le cinéma de genre, ce cinéma-là était devenu vraiment beaucoup moins excitant. Et la télévision, bizarrement, qui est un peu fade, il y avait des tonnes de choses à découvrir là. Et il y a toujours des tonnes de choses à découvrir. Des tonnes. aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi.
Oh, bien sûr. Il y a un ami qui m'a écrit il y a 3 jours et il m'a dit, regarde sur Arte, il y a un documentaire sur la musique country. J'adore la musique country, hein. Et je l'ai vu, c'est 9 fois 1 heure. 9 fois 1 heure. Où est l'équivalent au cinéma? C'est quelque chose de magnifique. Magnifique. Roberto, avevi altre domande? Mais je crois que vous avez été le premier à parler de la télévision dans une revue de cinéma, dans un milieu de cinéphile, parce que votre texte est de 78 et vous dites vraiment d'une façon très précise qu'aujourd'hui, la télévision est plus intéressante que le cinéma. Donc, c'était 78. Pour nous, c'est étonnant que quelqu'un a dit ça à cette époque-là. Et puis, ça est resté parce que la phrase que vous avez dit avant que Lumière a inventé la télévision, c'est quelque chose qui fait vraiment réfléchir. Donc, le cinéma a été une parenthèse de 50 ans, très précieuse pour nous, mais c'est fini. Vous êtes le premier à avoir dit ça, je crois. Vous savez, il y a un film de Lumière, c'est une publicité pour du savon ou de la lessive. Et donc, vous voyez une femme qui lave du linge et sur le bas de l'écran à droite, vous savez le savon avec la marque du savon. C'est-à-dire, non seulement Lumière, il avait inventé la télévision, mais même la publicité. La pubblicité, oui. C'est incroyable. Mais toutes ces choses-là, elles sont très excitantes parce qu'elles ont été reprises par personne. Hein. Par personne. Et ce qui est important, c'est aussi que vous avez dit que c'était important de voir les films à la télé et que le film, même s'il n'était pas dans la salle, et même s'il n'était pas une projection correcte, on pouvait le voir quand même, mais vous avez aussi, vous avez tout de suite été intéressé par les programmes de télévision. Mais c'était, vous savez, la principale raison d'écrire sur la télévision dans les cahiers, c'était que il commençait, pour les films qu'on critiquait dans les cahiers, il commençait à y avoir une pression des producteurs et même une sorte de compétitivité entre nous pour écrire plutôt là-dessus ou là-dessus. Et le cinéma n'avait pas grand-chose à voir là-dessus. Et avec ça. Et quand j'ai décidé, moi, de faire une rubrique sur les films qui passent à la télé, ça n'existait pas, même dans les journaux de télé, ça n'existait pas. C'était pour écrire d'une manière sans pression. C'est-à-dire, la pression, quelquefois, vous vous la mettez vous-même. Tel film, on a intérêt à écrire sur tel film, et bien de tel autre. Les avis devenaient moins, il y avait moins de vérité dans ce qu'on écrivait. Et c'était revenir à la vérité au début, où on écrivait sur les films, où il n'y avait pas de pression. On fait les films à la télé, ben là, voilà. C'est vraiment le film et moi. Il n'y a rien d'autre. Et bien, t'es tout de suite venu. Nana est tout de suite venue dans cette rubrique. Mais en même temps, je vais expliquer un truc très drôle. Ça n'a pas toujours été... ça a varié comme ça, les rapports des gens, des cahiers avec la télé et avec le cinéma. Quand j'ai vu Serge 2 fois avant qu'il meure, il était très malade, et il était assez dur avec tout le monde. Donc il recevait les gens chez lui, un par un, mais il était très dur. Et moi, il a commencé à m'engueuler parce que j'étais toujours en train d'écrire dans la rubrique télévision et de me plaindre parce que les papiers étaient corrigés, raccourcis. Il m'a dit, voilà. Ça voulait dire, regarde-moi, moi, personne n'oserait me couper un texte. Et à ce moment, moi, je lui ai dit, écoute, Serge, ce qui a fait ta réputation et ta gloire, c'est
tous les trucs que tu as écrits dans Libération, qui s'appelaient le zapping et le zapper, sur des morceaux ou des émissions de télévision. Et qu'est-ce qui t'a permis d'écrire sur la télévision? C'est moi qui un jour lui ai dit, la télévision, tu l'allumes n'importe quand, et il y a quelque chose d'intéressant. Et ça voulait dire, tu l'allumes n'importe quand, et tu la regardes 30 secondes, ou 10 minutes, et tu l'éteins, et tu écris, tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait. Littéralement, c'est ce qu'il a fait pendant des années. Il écrivait sur le tennis, il écrivait sur autre chose. Et l'objet était beaucoup moins glorieux que l'objet cinéma. Mais si Serge Zanel a été aussi connu comme critique de cinéma, c'est à cause de ce qu'il a écrit sur la télévision. Et ce qu'il a écrit sur la télévision, c'est moi qui lui ai indiqué le chemin. Donc il y avait un vrai clivage entre les gens là-dessus, sur qu'est-ce que ça vaut, ça. Et moi, je suis au milieu de ce chemin. Je sais toujours pas ce que ça vaut, la télévision. Je sais que ça m'intéresse plus que le cinéma. Et je le regarde toujours beaucoup. Beaucoup. Et les documentaires m'intéressent beaucoup. Parce que les documentaires, faut pas oublier, le documentaire, c'est la moitié du cinéma. Le cinéma aurait pu ne jamais devenir de la fiction. Et est-ce que vous croyez que la télévision aujourd'hui c'est fini aussi comme le cinéma ou non, ou pas? Non, non, c'est pas fini, mais non. Non, non. Non, pas du tout. Je Et, peux pas dire où ça ira. aujourd'hui, nous parlons des télévisions de qualité, des séries télévisées comme Mad Men, Ouais. mais vous aimez la télévision comme Mad média, Men, même Mad Men, j'ai écrit 2 articles contre. oui, 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 je le sais, j'ai votre sur la télévision ici. Ouais. Mais vous aimez la télévision comme média, même si elle n'est pas de qualité. Et alors, je me demande quelle est la caractéristique de la télévision que vous aimez J'ai pas compris. et quelle est la caractéristique de la télévision, pourquoi vous aimez la télévision plus que le cinéma, même si la télévision, si les programmes ne sont pas de qualité. Ah, je vais le dire autrement. J'aime pas la télévision plus que le cinéma. J'aime le cinéma moins que la télévision. Ok, ok, ok. Ben, je, je crois que le problème, c'est toujours qu'est-ce que c'est le cinéma. C'est-à-dire que la question d'André Bazin reste ouverte, je crois. Vous avez dit une fois que le plus grand théoricien du cinéma en France n'est pas Bazin, n'est pas Danet, c'est Jean-Pierre Houdard, qui c'est quelqu'un qui n'allait pas tellement au cinéma. Non, Et, non. Ce que j'aurais dû rajouter, j'ai oublié de rajouter, c'est que les gens savent pas qu'il avait, je crois, 2 fois par mois ou 1 fois par mois, à la cinémathèque de Chaillot, quand on était au palais de Chaillot, il donnait un cours sur l'expressionnisme allemand, Fritz Lang et l'expressionnisme allemand. C'est une des choses qui l'a beaucoup intéressé. Mais c'était quelqu'un de très curieux, Jean-Pierre Houdard, très curieux, très, très, très curieux. C'est qu'il avait un point commun avec Serge Danet, c'est-à-dire que très vite, il n'aimait les films que pour en parler. Il n'aimait pas les films pour les aimer, il les aimait pour en parler. C'était un véhicule pour en parler. Et moi, j'ai jamais été autant, jamais autant versé dans cet excès mais les textes de Jean-Pierre Houdard, c'est des merveilles. C'est un peu dur à lire, hein, quelquefois, parce que c'est un grand lacadien et
c'était quelquefois compliqué à comprendre. Et par exemple, il a écrit, moi j'aime pas beaucoup Kubrick, mais il a écrit une merveille de films sur Shining, d'articles. Merveilleux, merveilleux. Et il s'est fâché avec Dadès, c'était des très grands amis. Et comment est née votre chronique sur Libération? Oh, alors, c'est Gérard Lefort qui m'a appelé, j'étais au Cahier du cinéma encore, pour écrire à Libération, et j'avais fait au Cahier un truc sur la télévision, des émissions qui passaient à la télévision dont personne parle, comme Aujourd'hui Madame, petit documentaire, des femmes qui viennent raconter leurs problèmes. Et il m'a dit, est-ce que tu peux faire la même chose pour Libération? Donc j'ai eu une colonne, et je crois qu'il a appelé ça Fidèle au poste. Et j'ai donc commencé par écrire sur la télévision à l'idée. Et peu à peu, je me suis rapproché des gens du cinéma et j'ai écrit sur le cinéma. Et après, je suis revenu à la télévision. En fait, j'ai commencé par la télé à l'idée. Et une des choses qui me frappe, c'est que vous êtes revenu plusieurs fois sur le même film. Et la télévision permet de revoir des films. Et alors, vous avez écrit plusieurs fois sur le même film. Et alors, je me demande dans quelle mesure est-il important pour vous de revoir et d'échanger d'avis? Et- Alors, au tout début de ma chronique, quand elle n'était pas très bonne, je revoyais toujours les films. Je prenais beaucoup, beaucoup de notes. Et il y a eu un moment, je me suis rendu compte que mes articles étaient mauvais, mais vraiment très, très mauvais. Et j'ai décidé de ne plus revoir les films. Et à partir de là, ils sont devenus intéressants. C'est-à-dire, comment, si vous avez vu un film, vous vous en rappelez pas par cœur. C'était comment écrire sur un film si on n'a presque pas de souvenir de ce film. La chronique est devenue intéressante quand il a fallu que je travaille sur le souvenir. Et une des choses qui m'a aidé, il y a un type que j'aime bien qui s'appelle Jacques Lourcet, qui a écrit un dictionnaire des films. Et sur chaque film, il écrit d'abord un résumé très précis, avec tous les détails, et ensuite une petite critique. Il écrit seulement sur les films qu'il adore. Et donc, j'ai essayé, comme il commençait à avoir beaucoup de chaînes, à choisir de préférence les chaînes qui passaient les films sur lesquels il avait écrit. Et j'observais de son résumé pour me rappeler du film. Donc, dès que j'avais un peu un souvenir du film, qui venait pas de moi, mais qui venait de lui, j'écrivais. Et peu à peu est venue une autre idée qui était qu'il faut écrire plusieurs fois sur un film. Je ne sais pas comment c'est arrivé, ça. Et ça, j'ai adoré ça, faire ça. Écrire plusieurs textes. Et n'avez-vous jamais eu peur de l'incohérence, d'écrire des choses différentes sur le même film? Euh, Rarement, ça m'est rarement arrivé, ça. Ok. Roberto, tu hai altre domande sulla parte? Ma- non, je crois que quand je posais la question qu'est-ce qu'est le cinéma, je crois que vous partagez l'idée que le cinéma n'est pas euh, exactement la même chose que les autres arts. C'est une idée que Godard aussi dit la même chose. C'est pas un art, c'est pas une technique, c'est un mystère. Est-ce que cette idée du cinéma comme quelque chose qu'on n'a pas encore compris jusqu'au bout, ça vous regarde, vous aussi? Oui, oui, oui. Mais
je, je me suis disputé plusieurs fois avec mon ami Jean-Claude Biette, parce que moi, je disais le cinéma n'est pas un art, et lui disait le cinéma est un art. Et peu avant qu'il meure, il m'a dit qu'il commençait à, à être d'accord avec moi. Et moi, la raison pour laquelle je pense encore que le cinéma n'est pas un art, c'est à cause du nombre de chefs-d'œuvre. C'est-à-dire, si vous prenez rien que le cinéma américain, vous prenez 1965 ou 1956, et vous allez trouver des milliers de chefs-d'œuvre, ou au moins des centaines et des centaines. Ça n'arrive dans aucun art, ça. Il n'y a aucun art dans lequel il y a autant en quantité de chefs-d'œuvre. Et donc, c'était la seule raison pour laquelle je disais le film, le cinéma, c'est autre chose. C'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, et c'est pas un art. Et d'ailleurs, il y a, avant ça, au tout début, mon intérêt, ma passion pour le cinéma, euh, je m'étais rendu compte d'une chose dont les amateurs de cinéma ne se rendent pas beaucoup compte. C'est que le cinéma aurait pu ne pas devenir ce qu'il est. Ouais. Le cinéma, pendant longtemps, ça a été un film d'1 h 30 qu'on va voir en salle. Maintenant, c'est un film de 2 ou 3 heures qu'on va voir en salle. Ça ne change pas beaucoup. Mais au début, le cinéma, c'était du documentaire autant que de la fiction, et il n'y avait pas de durée. C'était 3 minutes, 5 minutes, et en plus, c'était pas forcément quelque chose de payant. Et c'est devenu un film d'une durée fixe, joué par des acteurs, parlant, et on paye son ticket. Ça, c'est pas, ça aurait pu être autre chose. Il y a un cinéaste expérimental que j'aime beaucoup qui s'appelle Werner Nekes, qui, par exemple, a travaillé sur les machines, sur les caméras, les appareils de projection, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire d'autre. C'est-à-dire qu'il pensait qu'un film pouvait être autre chose que ce qu'on voyait. Et il a fait des films expérimentaux très, très intéressants. Donc, je pense encore que le cinéma aurait pu soit être davantage du documentaire, soit être autre chose. Et là, maintenant, quand on voit, par exemple, les durées qui augmentent, les films se ressemblent encore plus. Avant, un film pouvait durer 58 minutes ou 3 heures. Maintenant, quand même, il se rapproche plus de 3 heures. Hein. C'est une grande facilité. Et puis, bon, je pense que la plupart des cinéastes ne réfléchissent pas, ils n'ont pas le temps. Je pense aussi que pour le cinéma, l'expérience cinéphilique, c'était l'expérience de la salle, de la vision dans une salle obscure. Et c'est un peu l'époque classique de la cinéphilie. Mais vous êtes revenu sur ça avec les films, les cinéphiles, justement. Euh, bah, alors là, revenir au cinéphile, c'est dur pour moi de savoir comment je suis venu à avoir cette idée. Je pense que si j'ai fait des cinéphiles, si j'ai lu des cinéphiles, c'est parce que j'avais écrit contre la nouvelle cinéphilie. Ah, ok. Parce que contre la nouvelle cinéphilie, pour rappeler, c'est simple. L'idée, c'est que les gens qui aiment le cinéma et qui en parlent, euh, sont en train de mimer ce que les autres faisaient. C'est-à-dire, ils sont il y a quelque chose qui est plus sincère dans l'amour du cinéma.
quand je dis contre la nouvelle cinéphilie, ça voulait dire la grande passion que nous, on avait pour le cinéma, euh, elle est presque morte, elle s'est transformée en autre chose. Et une fois que j'ai écrit ce texte, très logiquement, même si c'est un peu inconscient, est venue l'idée de faire parler des cinéphiles qui n'étaient plus déjà des cinéphiles. C'est-à-dire, c'était mettre en image la théorie que je développais dans Contre la nouvelle cinéphilie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est substitué à notre cinéphilie qu'on aimait tant et qui est beaucoup moins intéressant. Et donc, je me moquais d'eux. C'était des comédies. Et je savais pas où ça allait. Quand j'ai commencé ce film-là, je savais, j'avais aucune idée de où ça allait. C'est comme la manière dont j'ai commencé ce texte contre la cinéphilie, je savais pas où ça allait. C'est des entreprises là, largement inconscientes, aventureuses. Oui, les cinéphiles de vos films sont très bavards Oui, et fermés sur leur bavardage, qui est un peu leur tragédie et leur comédie. Et alors, je me demande si pour vous, aujourd'hui, la cinéphilie, c'est du bavardage. mais ça, l'ancienne cinéphilie, la nouvelle cinéphilie, la nouvelle cinéphilie, ça a toujours été du bavardage. Toujours, toujours. Mais il faut savoir, est-ce que c'est du bon bavardage ou du mauvais? Il y a beaucoup à faire avec la construction d'une identité, je crois, non? Je D'une sais pas. identité personnelle. Et je crois que ces bavardages, c'est un peu une construction d'identité, non? Des revendications d'une identité. Ouais, c'est autant des, oui, c'est autant des formations d'identité que des déclarations d'amour, hein. Il y a beaucoup Oui. d'amour. C'est Mm, mm, pour mm. ça que j'ai pas eu de problème pour passer de la cinéphilie à l'amitié et à l'amour. Tout ça était très lié. Oui. Mais comment êtes-vous passé à la réalisation? Pensez-vous que c'est une transition similaire à celle de la nouvelle vague ou c'est une autre chose? Je pense que c'était plus facile pour nous que pour la nouvelle vague, parce que, oh, c'était pas pareil. Euh, En tout cas, nous, on avait l'exemple de Godard Mhm. en tête quand on a fait nos premiers films. Et Serge Danet a fait un court-métrage aussi, qu'il n'a jamais montré à personne. Ah, Ah, c'est intéressant, oui. et pour ce film, avec le même titre du texte contre la nouvelle cinéphilie qu'on ne peut pas présenter cette année, pouvez nous dire quelque chose? Oui, oui. Oh, c'est très simple. J'ai un ami qui avait une caméra Betacam, c'est-à-dire de très bonne qualité. Il m'a dit qu'il pouvait me la prêter pour une journée. Et j'ai décidé de faire une lecture intégrale, sauf l'index sur tourneur, de Contre la nouvelle cinéphilie. Tout le texte. J'ai pris deux amis des cahiers du cinéma, de Libération, pardon, et on a été dans un jardin, et je leur ai dit, vous allez lire le texte à toute vitesse. Si vous vous trompez sur les mots, ou vous faites des lapsus, c'est pas grave. Je veux voir, après que vous ayez un peu détruit le texte, d'une certaine manière, c'est alors comique. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste quelque chose? Et j'étais très heureux parce que le film est assez drôle et assez, mais il restait quelque chose.
de ce texte-là, bien que j'essaie de le détruire. Nous connaissons peu de vos films. Ils n'ont pas été vus en Italie. Ils ne sont pas disponibles en DVD. Et pouvez-vous nous parler de votre parcours de cinéaste jusqu'à l'idée de devenir producteur, enfin? Bon, bah écoutez, après les cinéphiles, euh, qu'est-ce que j'ai fait après les cinéphiles? J'oublie. Les Euh, retours des cinéphiles. oui, alors ça, c'est un peu un film gag. C'est-à-dire que comme j'avais tourné en mettant plusieurs acteurs dans le même rôle. C'est-à-dire, je faisais une scène et après, je la refaisais en changeant d'acteur. Donc, j'avais assez pour faire 2 films. Et donc, c'est le même film, mais joué par différents acteurs. Et c'est une expérience assez intéressante, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais après, et c'est peut-être mieux qu'on en parle l'année prochaine des films que j'ai fait après. Ok, ok, oui, oui. Le, le, Ça va. il y a un seul film qui est très dit. J'ai fait des films plus autobiographiques, quoi, voilà, disons en gros. Et jusqu'au dernier, Le Juif de Lascaux, qui est un film un peu poétique, un peu bizarre. Mais j'ai fait moins de films que j'aurais voulu en faire. Mais en même temps, pour moi, la critique et le journalisme sont aussi intéressants. Et quand j'écrivais à Libération, ma petite colonne, le film, euh, au bout de quelques années, je pensais que une seule de mes chroniques valait un film. J'ai devenu très orgueilleux et je me rendais compte que ce que j'écrivais ressemblait à rien, que personne n'écrivait comme moi. Et j'ai vu Godard un jour pendant une interview qui m'a qui m'a qui m'a vraiment fait des compliments incroyables, quoi. Et donc, voilà, je me suis rendu compte que ce que je faisais avait de l'importance. Ça, ça a mis des années avant que je m'en rende compte, mais là, ça y est, je savais que, que c'était bien. Mais ces films, Euh, Romer aussi a dit beaucoup de bien de vos textes. Oui, il a dit du bien et puis il m'a écrit une lettre, très belle lettre un jour. Mais je l'aime beaucoup, lui aussi. C'est un des cinéastes les plus importants. Et Nous aussi, aussi. Nous aussi. vous vous l'aimez aussi comme critique et théoricien du cinéma? Euh, moins. De toute façon, les grands critiques des cahiers, euh, je les ai rarement lus. J'ai pas beaucoup lu Rivette, j'ai pas beaucoup lu Robert. J'ai pas tant lu des cahiers que ça, hein. J'ai lu Biette, voilà, Douché aussi, non? Guy Douchet, oui. Et Douchet, la particularité, la particularité de Douchet, c'est qu'il était l'ami de tout le monde. Il a eu beaucoup d'amis. Beaucoup sont devenus cinéastes. Et les 2 critiques majeures de présence du cinéma, Michel Mourlet et Jacques Lourcel, vous l'avez rencontré? Oui, surtout Lourcel, Jacques Lourcel. Je l'ai encore vu il y a une dizaine d'années j'ai été dans un café où il y avait à la fois Lourcel, Jacques Lourcel, euh, Pierre Issant et le nom du troisième, et Pierre Cotrel, voilà, qui étaient 3 amis, ils étaient amis tous les trois. Ok. Nous sommes arrivés à 1 heure de conversation et je crois que
c'est suffisant pour vous? On pourrait encore demander de dire quelque chose Ah oui. de The Leopard Man parce qu'on verra votre conversation à Trieste en TV avec The Leopard Man. Donc, parce que vous l'avez choisi parmi les films de tournée que vous aimez les plus, si vous pouvez dire quelque chose sur Je n'ai cette pas compris quel film. The Leopard oui. Man. C'est le film le plus poétique et le plus effrayant des trois films qu'il a fait avec Val Lewton. I Walk to the Zombie, Vaudou, c'est beau aussi. Et Cat People, c'est vraiment très beau. Et Léopard Bat, c'est le plus poétique. C'est le plus... Et puis il y a cette scène, la scène la plus terrifiante de toute l'histoire du cinéma, où une mère envoie sa fille faire des courses, la farine, et la fille ne veut pas y aller parce qu'elle a peur, il y a un animal qui rôde, et quand elle rentre, elle frappe à la porte, et sa mère ne veut pas la laisser rentrer. Et elle se rend compte qu'il y a quelque chose. Sa mère ne veut pas la laisser rentrer. Et elle tape, elle crie, et au moment où elle crie, sa mère regarde la porte, et elle voit le sang qui coule. Ça, c'est c'est merveilleux. Oui, merci. Roberto, toi, une dernière question? Bon, c'était seulement une question qui pourrait ouvrir une autre discussion peut-être l'année prochaine, et c'est la suivante, que dans les films, les cinéphiles apparaissent les filles qui étaient Oui. absentes dans la cinéphilie classique, entre guillemets. Donc, c'était quelque chose que j'ai pensé quand j'ai vu le film, parce que je connaissais pas le film, je viens de le voir il y a quelques jours. Donc, il y aurait tout le problème sur la cinéphilie des années 50-60, dans laquelle les femmes n'étaient pas présentes. Euh, Ou je me trompe peut-être. vous avez vu le 3? Les films, Oui. Vous les avez vu le cinéphiles, troisième? vos films, Oui. Vous vos avez, films. est-ce que vous avez vu Cinéphile 3, le troisième partie? Non, pas encore. J'ai commencé. Voilà. Quand vous verrez que là, les filles sont remplacées par des garçons. Ah bon, d'accord. OK. Donc, on peut reprendre la discussion l'année prochaine quand j'aurai vu tous les films. Merci. Alors, Louis, merci bien d'être avec nous. Et nous avons hâte de vous revoir l'année prochaine pour pouvoir vous remettre aussi le prix Anno 1. Et vous avez été très gentil et merci bien. Ben, Merci. Merci merci à beaucoup. vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci Au encore. revoir. Au revoir.